Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er mars. À la une ce soir, ce léger réaménagement ministériel. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, nommé ministre de l'Industrie et des Mines par intérim. Il succède à Jean-Claude Brou, désormais président de la commission de la CEDEAO. Jean-Claude Brou, qui a aussitôt pris fonction ce jeudi à Abuja, au Nigeria, pour un mandat de 4 ans. Il remplace à ce poste le Béninois Marcel Alain de Souza. Cérémonie de passation de charge ce matin au siège de l'institution à Abuja, dans ce 20 h. Dans ce 20 h également, la compassion du gouvernement à l'endroit de la famille du petit Bouba, un enfant de 4 ans enlevé, tué et enseveli le week-end dernier par un bijoutier du quartier. Enfin à suivre dans ce 20 h, le premier numéro du dossier politique. C'est le débat autour de l'ordonnance du chef de l'État portant sur l'élection des sénateurs. Les avis sur la tenue de ce scrutin sont partagés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, nommé ministre de l'Industrie et des Mines par intérim, réaménagement technique du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Réaménagement annoncé par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. Nous l'écoutons. De la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 1er mars 2018 à un réaménagement technique du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, est nommé ministre de l'Industrie et des Mines par intérim, fait à Abidjan le 1er mars 2018. Vous venez donc de l'entendre, Souleymane Diarra-Souba succède ainsi à Jean-Claude Brou. Jean-Claude Brou qui a pris officiellement fonction à la tête de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans ce jeudi 1er mars. Il remplace à ce poste le Béninois Marcel Alain de Souza. Cérémonie de passation de charge ce matin au siège de l'institution à Abuja, au Nigeria, avec Mahama Traoré. Une fois de plus, le destin professionnel de Jean-Claude Brou le conduit sur la scène internationale. Cette fois, c'est la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui l'accueille en qualité de président de la commission. Désigné le 16 décembre dernier par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Jean-Claude Brou a succédé ce jeudi 1er mars au Béninois Marcel Alain de Souza. Un président sortant qui repart confiant au regard du profil de son successeur. Jean-Claude Brou, désormais ex-ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, est un ancien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Brou est un cadre compétent et expérimenté, bien au courant des défis majeurs de notre région et des grands sujets qui préoccupent actuellement notre organisation régionale. Tout comme nos prédécesseurs, vous devez ajouter d'autres jalons essentiels à l'édification d'une CEDEAO économiquement développée, dans un environnement bien sécurisé, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et le respect des droits de l'homme et des citoyens. Bien de défis attendent le nouveau président de la commission de la CEDEAO, entre autres, lutte contre le terrorisme, maintien de la paix, consolidation de la démocratie, recouvrement des prélèvements communautaires, rationalisation des charges ou encore création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'échéance 2020. Ces quelques défis, nous pouvons et nous devons les relever. Cela est possible avec de l'audace, de l'innovation, de la rigueur et l'engagement de tous à œuvrer dans le sens de la vision tracée par les chefs d'État et de gouvernement. C'est pourquoi je voudrais placer ma mission sous le signe de la continuité, de la concertation et du progrès. Je ferai de la concertation un outil permanent de travail avec toutes les parties prenantes afin de rechercher ce qu'il y a de meilleur, toujours, pour notre communauté. Je voudrais donc vous exprimer à tous mon engagement à être votre partenaire pour faire avancer notre agenda commun partout où cela est nécessaire, conformément aux objectifs du traité révisé de notre communauté et des orientations des chefs d'État et du gouvernement.
Je ne ménagerai aucun effort à cet effet. Un effort à conjuguer avec les 15 nouveaux membres de la commission. Jean-Claude Brou est le premier Ivoirien à occuper les fonctions de président de la commission de la CEDEAO. Son mandat va durer 4 ans. Et donc Jean-Claude Brou a été désigné à ce poste à la mi-décembre par le chef de l'État. Jean-Claude Brou qui a exprimé sa gratitude au chef de l'État hier au cours d'une audience. Et après cette audience, le chef de l'État a reçu Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, au menu la coopération entre les deux pays. Compte rendu d'audience à Ouattoré. La région Île-de-France et le district d'Abidjan entendent renforcer leur coopération. Le gouverneur du district d'Abidjan et la présidente de la région Île-de-France ont ainsi signé un accord de partenariat. Un accord au centre des échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Nous avons expliqué en quoi allait consister ce partenariat et le président Ouattara a aussi souhaité que nous travaillions sur les thématiques de l'environnement. Et donc, nous allons travailler effectivement sur la ville durable avec des transports plus écologiques, avec le recyclage des déchets. Pour le président de la République, il est très important que nous échangions ensemble sur nos savoir-faire, les savoir-faire de l'Île-de-France en matière environnementale et celle de la Côte d'Ivoire. L'accord de coopération entre le district d'Abidjan et la région Île-de-France couvre, entre autres, les domaines de la santé, l'urbanisme, l'entrepreneuriat, l'agriculture urbaine, la jeunesse, le sport et la culture. Ce jeudi, le vice-président a eu à son tour plusieurs audiences. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le vice-ministre indien aux Affaires étrangères sur le renforcement des relations entre les deux pays. Il a aussi reçu le directeur de la SFI, filiale de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Des rencontres à l'agenda du vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce jeudi au palais présidentiel. Au menu de l'une de ces rencontres, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale, notamment au niveau du secteur de l'énergie et de la filière cacao. C'est du moins ce que l'on peut retenir de l'entretien entre le vice-président ivoirien et le directeur de la SFI, filiale de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne. Nous avons parlé des programmes que nous avons ensemble sur l'amélioration de l'environnement des affaires, sur les infrastructures, notamment le secteur de l'énergie dans lequel nous avons été très présents. Nous avons aussi parlé de l'emploi en mettant l'accent sur le soutien à la petite et moyenne entreprise qui prend plusieurs formes. D'abord, il y a l'aspect amélioration de l'environnement des affaires pour permettre à ces PME de pouvoir évoluer comme il le faut. Ensuite, il y a le renforcement des capacités. Et enfin, le troisième volet dans cet aspect, c'est les financements directs. Avant cette rencontre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le vice-ministre indien aux Affaires étrangères. La question du renforcement des relations entre les deux pays a été au centre de cet entretien. Nous avons parlé de différents domaines pour améliorer nos relations, notre coopération. Nous avons une amitié qui est très intense, qui est profonde, qui existe depuis un grand nombre d'années, mais nous voulons renforcer les relations entre nos deux pays. Sans manquer de saluer les différents accords de partenariat signés par les deux pays, le vice-ministre indien aux Affaires étrangères a exprimé sa joie quant à la participation prochaine du vice-président en Inde au sommet de l'Alliance internationale solaire. Un sommet qui sera co-présidé par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi. Justement, la Côte d'Ivoire et l'Inde intensifient leur coopération. 2 accords ont été signés hier par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ces accords portent sur l'établissement d'un parc technologique rural et un autre dans le domaine de la culture. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu ce jeudi justement en audience, le directeur des finances publiques du FMI, Victor Gaspard, est venu faire le point du hackathon lancé en début de semaine à Abidjan. 2 jours durant, sur initiative du FMI, plusieurs experts internationaux et nationaux se sont réunis pour réfléchir sur les solutions innovantes qui doivent permettre à l'administration fiscale ivoirienne d'améliorer le civisme fiscal.
Et toujours à la primature, l'Observatoire du service public a été lancé ce jeudi. Il doit permettre aux usagers de l'administration publique de ne plus être seuls face aux dérives constatées. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, le ministre Pascal Abinan présente l'OSEP. C'est l'Observatoire du service public. Sa mission, recueillir les plaintes relatives aux dérives des services publics en rapport avec les tracasseries et autres lenteurs administratives. L'OSEP est là pour contribuer à l'amélioration de la qualité du service public entre les usagers et l'administration. Votre satisfaction, notre priorité, c'est ça notre slogan. Et c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui passe le tout premier appel au centre. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Madame, bonjour. C'est Amadou Gon Coulibaly. Très bien, monsieur Amadou. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Écoutez. L'Observatoire du service public se veut canal entre l'administration et les usagers. Une écoute permanente, guidée par le souci de transparence, de traçabilité, mais surtout de responsabilité dans l'action gouvernementale. Notre administration, il faut le reconnaître, est souvent critiquée pour sa lourdeur, pour sa lenteur, ainsi que pour son manque donc, de transparence. Par ailleurs, faute d'un cadre formel de dénonciation et de mesure de la satisfaction des usagers du service public, ces interpellations s'expriment de manière donc informelle sur les réseaux sociaux, ici et là. L'Observatoire du service public, créé en février 2017, constitue donc une réponse à cet état de fait. Il ambitionne de répondre, entre autres, à la nécessité de préserver les principes de l'égal accès aux services publics pour tous les citoyens et tous ceux qui sont en relation avec l'administration publique. L'occasion pour le chef du gouvernement d'appeler les acteurs du secteur à un service de qualité. Le processus lancé ce jour concerne donc la phase expérimentale de 3 mois. J'encourage les équipes de l'OSEP mobilisées à redoubler d'efforts pour capter tous les signaux qui seront envoyés par les citoyens durant cette période et au-delà. J'invite l'ensemble des usagers du service public à participer à cette phase expérimentale pour permettre d'ajuster l'outil afin de répondre de plus en plus efficacement à leurs réclamations et sollicitations. La saisine de l'OSEP se fait par courriel, appel téléphonique. L'Observatoire dispose d'un centre d'appel joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 22 40 98 98. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, lui, est à Doha, au Qatar, depuis hier pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Son arrivée dans la matinée du mercredi avec Michel Digré. Un détachement de l'armée qatari rendant les honneurs militaires au ministre ivoirien de la Défense. Ahmed Bakayoko entame ainsi sa visite de travail de 72 heures au Qatar. S'ensuit une audience que lui accorde son homologue, Dr Khalid bin Mohamed. Une sagaie, symbole de la défense, est remise au ministre Ahmed Bakayoko pour symboliser la coopération militaire entre les deux pays. Ce jeudi, l'émir du Qatar a reçu Ahmed Bakayoko qui visitera une base de la marine qatari. Cette visite de travail du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire est consécutive au passage à Abidjan en décembre dernier de l'émir du Qatar. Cheikh Tamim Ben Hama avait été reçu par les plus hautes autorités ivoiriennes, dont le président de la République. Et comme annoncé dans les titres, ici, le gouvernement ivoirien exprime sa compassion à la famille du petit Bouba, un enfant de 4 ans enlevé, torturé, tué et enseveli le week-end dernier par son meurtrier. C'est un bijoutier exerçant dans le même quartier de Williamsville que sa victime. Aujourd'hui, le gouvernement a apporté donc son soutien à la famille. Le reportage de Mamadou Kwasi. Difficile et douloureuse séparation. Le petit Traoré Aboubakar, dit Bouba, enlevé puis assassiné et porté en terre sous le regard impuissant de son père. Ce moment a mobilisé des centaines de personnes, des membres de la famille, des amis, mais aussi des anonymes. Tous venus témoigner leur soutien à la famille, mais aussi pour dénoncer ces crimes. Non, je ne le connais pas particulièrement,
Bon, compte tenu de la vague que son maître a suscité sur les réseaux sociaux, nous sommes venus juste apporter notre témoignage. Dit non, non à l'enlèvement des enfants, non au sacrifice humain, non à toutes les atrocités. En tant que voisine et mère, on ne pouvait pas rester parce que ce que vit cette femme-là, toute femme dans ce monde en train de vivre ça. À travers Bouba, nous allons retrouver les enfants qui ont disparu. Bouba n'est pas mort pour rien. Continuons la lutte contre ces criminels. Avant l'ultime séparation, Bouba a eu droit à la prière mortuaire faite par l'imam central d'Azaguié à la grande mosquée de la ville. Puis, cap est mis sur le cimetière où Bouba repose à jamais aux côtés de son grand-père dont il porte le prénom. La famille bénéficie pour la circonstance du soutien de la ministre de la Famille, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Le professeur Maria Toukoun est venu témoigner la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement. Elle rassure les parents que justice sera faite. Nous estimons que c'est une situation qui est intolérable. Ce crime ne restera pas impuni. L'auteur du crime a été arrêté et en tant que ministre en charge de la protection de l'enfant, je veillerai particulièrement à ce que justice soit rendue. Tout en dénonçant l'acte qu'elle qualifie de barbare, la ministre Maria Toukoun invite les parents à la vigilance et à dénoncer tous les actes criminels. Les enlèvements d'enfants, nous sommes en train de constater que c'est un phénomène qui devient récurrent. Et donc, vigilance aux parents, vigilance aux parents, vigilance aux parents. Faites en sorte que vos enfants ne se laissent pas enlever par des gens qui sont vraiment familiers à la famille pour être des bonbons, pour des jetons. On appelle les enfants et voici ce qui arrive. Le numéro, c'est le 116. C'est une ligne sur laquelle tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire peuvent téléphoner pour signaler tous les cas suspects. Parce qu'il faut dénoncer ces situations-là. La ministre de la Famille, de la protection de l'enfant et de la solidarité a également souligné que les parents bénéficieront d'une prise en charge psychologique afin de leur permettre de faire face à ce drame qui suscite beaucoup d'émotions. Voilà, le 116 pour signaler les cas d'enlèvement d'enfants. On ouvre le chapitre politique par la conférence sur l'organisation pratique des sénatoriales. La Commission électorale indépendante, la CEI, a organisé un point de presse ce jeudi portant sur les activités que la dite commission mène ou aura à mener dans le cadre des élections sénatoriales qui se tiendront le 24 mars prochain. La campagne pour ces élections va démarrer le 19 mars à minuit pour s'achever le 22 mars à la même heure, nous dit Herman Guivet. Supervision de la campagne électorale, formation des agents électoraux, établissement de la liste électorale pour les élections sénatoriales, des sujets abordés par Maître Victoire Allais, porte-parole de la commission électorale ivoirienne. L'électeur pourra accomplir son droit de vote, muni de sa carte d'identité ou de sa carte professionnelle liée au mandat identifié. Aucune candidature n'est pour l'heure enregistrée à la commission électorale indépendante. La porte-parole de la commission électorale indépendante rassure, ce fait relève de certaines vieilles habitudes adoptées par les candidats. Ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas étonnant. Les Ivoiriens attendent toujours le dernier jour. Donc, il faut s'attendre à recevoir pratiquement tous les candidats au même moment, vers la fin du délai, vers l'expiration du délai. Après le 9 mars 2018, la commission électorale indépendante ne recevra plus de candidatures. Les box que nous avons installées justement pour recevoir les dossiers de candidatures servent uniquement à recevoir les candidatures. Il y a des commissions d'analyse qui sont mises en place. Ce sont ces commissions qui analyseront les candidatures et qui publieront, le moment venu, la liste des candidats retenus. Il ne sera pas possible pour certains candidats, une fois élus, de cumuler des postes. Certaines mesures d'incompatibilité existent. Le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre de conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, de membre du conseil économique, social, culturel et environnemental, de membre du cabinet ministériel, de membre de commission électorale indépendante et de députés. Mais il y en a d'autres. Le collège électoral est composé des députés, des conseillers de districts autonomes élus, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. C'est ceux-là qui voteront le 24 mars 2018.
Pourront voter les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Innovation pour ce scrutin, les stylos à encre indélébile. Environ 7000 électeurs sont concernés par ce scrutin. Une liste électorale qui connaît en ce moment même une actualisation de son contenu. Et c'est le mercredi 14 février dernier que le gouvernement a adopté une ordonnance portant sur l'élection des sénateurs. Cette ordonnance et les décrets relatifs au scrutin pris en Conseil des ministres divisent la classe politique. De l'opposition à la mouvance présidentielle, les avis sur la tenue de ce scrutin sont partagés. Qu'est-ce qui divise les partis de l'opposition et le gouvernement? Que reprochent-ils à cette ordonnance? Quelle est la position de la mouvance présidentielle? Les réponses à toutes ces interrogations dans ce premier numéro du dossier politique de ce soir, signé Michel Digré. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars 2018. C'est une annonce qui constitue une étape importante dans la mise en place de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Mais c'est aussi une décision qui fâche l'opposition. Véritablement, personnellement, je ne comprends pas la démarche du chef de l'État. C'est le 14 février que la mésentente entre le gouvernement et l'opposition s'accentue. La pomme des discordes, le Conseil des ministres à cette date adopte une ordonnance portant sur les élections sénatoriales. Une plateforme de partis d'opposition donne de la voix pour manifester son désaccord. Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations en cas de vacances de sièges de députés ou de sénateurs. C'est donc au législateur à qui il revient d'organiser le Sénat par l'effet d'une loi organique. Pourquoi passer outre l'Assemblée nationale alors qu'elle est bien en place? La Constitution prévoit que le chef d'État peut utiliser des ordonnances, mais à condition qu'il ait l'autorisation de l'Assemblée, puisque les lois sont du ressort de l'Assemblée. Donc si le chef d'État veut agir dans le domaine de la loi, exceptionnellement, il obtient d'abord de l'Assemblée cette autorisation. Pour le Rassemblement des Républicains, l'ordonnance prise par le chef de l'État ne viole pas la Constitution. La Constitution permet au chef de l'État de prendre des ordonnances. Et sur cette question, le président a estimé qu'il était utile pour lui donc de prendre des ordonnances. Et je pense que le débat n'est même plus au niveau donc des procédures. Nous avons eu un référendum en 2016, référendum donc qui a permis de doter la Côte d'Ivoire d'institutions modernes en vue de renforcer notre démocratie. Et le Sénat fait partie de ces institutions. Un avis que partage Henriette Lagour, présidente du parti d'opposition dénommé Renouveau pour la paix et la concorde. Si le président a des marges de manœuvre de par la Constitution à prendre des ordonnances, c'est vrai qu'il ne faut pas les prendre à n'importe quel moment, mais si ça permet qu'on aille à des élections et que ça ne devrait pas troubler l'ordre de ce cycle d'élections, moi, à mon avis, c'est vrai qu'on est opposant, mais c'est ça le régime présidentiel. L'autre grief de l'opposition sur l'organisation de ce scrutin porte sur la légitimité de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, qui par ailleurs doit organiser ces élections, a été déclarée caduque par un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a fait injonction au gouvernement ivoirien de réparer cette incongruité-là dans un délai de 1 an. Pour le porte-parole du RDR, la Commission électorale indépendante est conforme aux tests en vigueur. Ce que nous disons, c'est que la Commission électorale qui est là, son mandat est de 6 ans. Elle a son mandat qui finit en avril 2020. Elle est le fruit d'un consensus entre les différents partis politiques. Elle a organisé des élections entre-temps. La présidentielle de 2015, le référendum
de 2016, les élections législatives de 2016, et tout cela s'est fait de façon collégiale avec les représentants de l'opposition. En aucun moment, l'opposition n'a contesté le travail fait par la Commission électorale indépendante. D'ailleurs, elle a tellement bien travaillé qu'à l'issue de la présidentielle de 2015, la quasi-totalité des opposants qui s'étaient présentés à cette élection ont félicité le vainqueur de ces élections, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, et ont salué donc le caractère démocratique et transparent de ce scrutin. Le secrétaire général de l'UDPCI dénonce une mauvaise foi de l'opposition. Ceux qui animent l'opposition aujourd'hui, ils étaient au pouvoir hier. Et c'est avec eux qu'on a mis en place cette disposition réglementaire de la CEI. Bon, on a beau jeu de faire l'opposition lorsqu'on n'est plus au pouvoir et qu'on a participé à mettre quelque chose en place. Et quand ça doit s'appliquer à vous, mais il faut respecter la loi. Au-delà des récriminations contre le pouvoir, l'opposition reste ouverte au dialogue. Nous, partis politiques de l'opposition, demandons au gouvernement et au chef de l'État de tout mettre en œuvre pour proposer dans les meilleurs délais les conditions garantissant des élections crédibles et apaisées, gage d'une paix sociale et d'un développement harmonieux, ainsi que la tenue du dialogue politique annoncé par le Premier ministre qui devra se tenir avant toute échéance électorale. C'est au gouvernement de voir, d'estimer et d'échanger avec l'opposition. C'est surtout le manque de communication pour indiquer qu'à telle date, nous allons faire ces réformes. Pour l'heure, le processus de l'organisation des sénatoriales suit son cours normal. Le dépôt des dossiers de candidature ouverts le 23 février dernier s'achève le 9 mars. Voilà, premier numéro, dossier politique signé Michel Digré. Une pause pour vous donner cette information qui nous vient du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La Direction générale de l'Office national d'identification porte à la connaissance des ressortissants des pays hors CEDEAO qu'en vue de désengorger son centre principal d'enrôlement pour la carte de résident, elle ouvre exceptionnellement sur une période de 3 mois, les samedis et dimanches de 8h à 12h, le dit centre à compter du samedi 3 mars 2018. Pendant cette période, des centres annexes sont ouverts dans les lieux suivants. La Direction générale de l'Office national d'identification derrière la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire au Plateau, la mairie de Makori. Par ailleurs, la Direction générale offre la possibilité à tout demandeur d'effectuer le paiement de la taxe relative à la délivrance de la carte de résident sur le compte. Nous allons y aller doucement pour vous permettre de noter ce numéro de compte CI 650 01 001 010 020 820 330 12, domicilié à la Banque du Trésor, et de se munir du reçu de versement au moment du dépôt de son dossier. C'est un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le rôle de la BCEAO dans le financement du secteur privé, sujet au cœur de la tribune du patronat, invité le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Temoko Kone. On fait le point avec Cheikh Kone. Le secteur privé ivoirien est l'un des plus dynamiques de la sous-région. En 2017, il a contribué pour 77,9% à la richesse nationale, 70% à l'investissement et plus de 75% à des crédits bancaires. Des performances remarquables, mais plombées par des contraintes liées aux difficultés d'accès au financement. Cette rencontre d'échange a permis au gouverneur Temoko Kone de faire le point des réformes entreprises par la BCEAO pour le développement du secteur privé. Dès 1973, à la création de la Banque ouest-africaine de développement, qui est l'institution commune de financement et de développement des économies de l'Union, et qui apporte des crédits tant au secteur public qu'au secteur privé. L'Institut d'émission a également contribué à la création en 1996 du marché financier régional. Au nom des initiatives annoncées, le gouverneur de la BCEAO a fait cas de la mise en place d'un dispositif de soutien dédié spécifiquement au financement des PME. Lorsque le dispositif sera en place, il permettra d'apporter des innovations. Et la première de ces innovations, c'est le partage du risque. Revenons sur l'actualité relative à la création d'une monnaie unique de la CEDEAO d'ici à 2020, Temoko Kone a donné des garanties sur la contribution que cette monnaie pourrait apporter dans le développement du secteur privé.
Il s'agit entre autres de la facilitation des échanges commerciaux ainsi que la fluidité des transactions entre les pays membres. Pour le patronat, ces échanges à bâton rompu ont permis de lever de nombreux équivoques. Nous avons eu un éclairage de monsieur le gouverneur sur l'évolution économique de notre zone, de notre région économique, et ce qui est également très important pour les chefs d'entreprise. Comme lors de la première édition, cette seconde édition a réuni plusieurs personnalités au nombre desquelles des ministres, des hommes d'affaires. La troisième édition de ce cadre d'échange est prévue se tenir dans le deuxième semestre de l'année 2018. À l'étranger, au Mali, 4 casques bleus tués dans une attaque à l'engin explosif. 4 autres ont été grièvement blessés hier dans le centre du pays. L'information a été donnée par la force de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Attaque également en Centrafrique. 6 travailleurs humanitaires, dont un du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ont été tués dimanche dans le nord-ouest du pays. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. Excellente soirée à tous.